Depuis le début de l'opération militaire spéciale il y a 3 ans, le saillant de Vremivka a invariablement constitué une zone critique et tendue sur la carte opérationnelle de l'état-major général de la Fédération de Russie. Le territoire délimité par les localités de Neskouchnoye, Blaodatne, Makarivka, Urojaïne, Staromayorske et ayant pour centre administratif la ville de Velika Novosilka, n'était pas un simple tronçon du front. Il s'agissait d'un puissant complexe de fortifications qui s'enfonçait profondément en forme de coin dans les dispositifs défensifs russes, à la jonction des directions opérationnelles de Zaporijia et de Donetsk. L'importance de cette zone ne résidait pas seulement dans sa position géographique, mais aussi dans le fait qu'elle représentait un nœud de transport stratégiquement vital, assurant une liaison absolument nécessaire entre deux groupements défensifs clés des forces armées ukrainiennes, FAU. La perte hypothétique de ce point d'appui aurait pu entraîner non pas un simple recul tactique, mais un effondrement systémique de toute la ligne de défense sud des troupes ukrainiennes. Au cours de l'été 2025, dans le but d'éliminer le saillant russe dans les zones de Robotino et de Verbov, le haut commandement ukrainien a lancé dans l'offensive des brigades mécanisées d'élite équipées de matériel militaire moderne de fabrication occidentale, au prix de pertes catastrophiques qui, selon les estimations disponibles, ont dépassé les 10 000 hommes tués et blessés en seulement 2 mois de combats intensifs. Elles ont réussi à obtenir un succès tactique limité, repoussant les unités russes sur une distance insignifiante. Cependant, cette réussite locale s'est avérée stratégiquement désastreuse. Les unités ukrainiennes, en avançant, se sont retrouvées involontairement prises au piège dans ce que les experts militaires appellent une poche de feu, Ognevoy Meshok. Ce saillant se retrouvait sous des tirs d'artillerie croisés provenant de 3 directions, tout mouvement de personnel ou de matériel étant immédiatement repéré par des drones de reconnaissance, UAV, et instantanément soumis à une frappe d'artillerie. Faisant preuve de sang-froid, le commandement militaire russe a patiemment attendu le moment optimal, observant comment l'ennemi épuisait irréversiblement ses réserves et étirait excessivement ses itinéraires logistiques de ravitaillement à l'intérieur de ce saillant vulnérable. Lorsque le moment opérationnel nécessaire fut atteint, une frappe d'une rapidité exceptionnelle et d'une précision chirurgicale fut lancée, entraînant l'effondrement du système défensif ukrainien en l'espace de quelques heures. Les événements qui se sont déroulés dans la région de Velika Novosilka, fin novembre 2025, entreront sans aucun doute dans les manuels d'art de la guerre comme un modèle de référence d'opération d'encerclement dans le contexte d'un conflit moderne de haute technologie. L'alliance unique entre tactique de manœuvre classique, technologie de renseignement avancée et utilisation massive et coordonnée d'UAV a produit un effet comparable à la victoire légendaire et dévastatrice d'Hannibal à Cannes. Durant les 3 semaines précédant le début de l'opération décisive, les unités de sapeurs des troupes russes ont mené des actions qui semblaient initialement totalement illogiques. À la faveur de l'obscurité, elles ont méticuleusement démantelé leur propre champ de mines qui avaient été installés des mois auparavant aux abords des positions des FAU. Mines antipersonnelles, puissantes mines anti-chars, divers dispositifs à fil-piège, toutes ces munitions du génie étaient soigneusement extraites du sol et rapidement évacuées vers l'arrière-pays. Pour un analyste militaire expérimenté, cette action est la preuve incontestable et sans équivoque d'une préparation à des opérations offensives. Personne ne retirerait ses propres barrages si l'on n'envisage pas de traverser ce territoire dans un avenir proche. Les services de renseignement ukrainiens ont bien enregistré cette activité inhabituelle. Les drones des FAU ont repéré des mouvements nocturnes d'engins spécialisés du génie, et les équipements thermiques ont identifié des groupes de soldats travaillant dans l'obscurité dans la zone neutre. Cependant, le commandement ukrainien a commis une erreur fatale, sous-estimant gravement la véritable signification de ces renseignements. Dans les rapports analytiques, cette activité fut erronément qualifiée de simples travaux de génie de routine, peut-être liée au repositionnement des barrages de mines pour renforcer la défense existante.
Aucun officier supérieur n'a émis l'hypothèse que les troupes russes se préparaient à une offensive à grande échelle précisément sur ce secteur du front où un calme relatif persistait depuis de nombreux mois. Cette sous-estimation critique de l'intention stratégique de l'ennemi a coûté aux troupes ukrainiennes des milliers de vies et a provoqué l'une des plus grandes catastrophes militaires de toute la campagne d'automne 2025. Alors que le commandement des FAU concentrait ses forces et son attention principale sur d'autres axes plus chauds, Kupiansk, Chassiv Yar, ainsi que dans la région de Koursk, les troupes russes concentraient secrètement et discrètement un puissant groupement de choc près de Velika Novosilka. Cette opération était destinée à modifier radicalement toute la configuration du secteur sud du front. L'offensive a été lancée de manière non conventionnelle. Il n'y a pas eu de préparation d'artillerie massive, ni de frappe aérienne à grande échelle, qui aurait pu démasquer la véritable direction de l'effort principal. Le commandement russe a eu recours à une tactique que l'on pourrait précisément qualifier de ouverture chirurgicale des flancs, avec une utilisation habile d'éléments de désinformation opérationnelle. Sur le flanc ouest, dans la zone des localités assurant la couverture ouest de Velika Novosilka, les systèmes de déminage, Quot 0, Dragon Gorinik, ont commencé à rugir bruyamment, d'imposants systèmes tirant des charges explosives allongées pour créer des brèches dans les champs de mines. Les puissantes explosions ont été entendues sur de nombreux kilomètres, créant chez le commandement ukrainien la fausse impression que la frappe principale serait portée par l'ouest. Les réserves furent immédiatement mises en alerte et commencèrent leur transfert pour renforcer le secteur de défense occidental. C'était un classique de la désinformation, visant à détourner l'attention de l'ennemi du véritable axe de la poussée principale. Pendant que les réserves ukrainiennes se dirigeaient précipitamment vers l'ouest, sur le flanc oriental, dans la zone des localités de Zolotaya Niva et Shakhtiorske, une situation totalement différente et critiquement vitale se déroulait. Là, les troupes russes ont appliqué une nouvelle tactique révolutionnaire, surnommée poétiquement la Quot 7 ou la Quot 8. Quot 9. Au lieu d'utiliser traditionnellement de lourdes colonnes de chars et mécanisés, qui sont des cibles importantes, facilement détectables et extrêmement vulnérables à l'artillerie et aux drones, l'attaque a été menée par une vingtaine de petits groupes hautement mobiles. Leur transport était assuré par des motocyclettes, des buggy, des quads et des véhicules blindés légers. C'était une sorte de Quot 10, rapide, extrêmement maniable, capable de se déplacer hors piste et de se disperser efficacement sur une vaste zone. L'avantage clé de cette approche s'est manifesté instantanément et est devenu le facteur décisif. Le transport léger, dont la masse est bien inférieure à 1 tonne, ne provoque pas la détonation des mines anti-chars, conçues pour se déclencher uniquement sous la pression d'un blindage lourd. Les champs de mines ukrainiens, destinés à stopper les chars et les BMP, se sont avérés totalement inutiles contre cet essaim de véhicules légers qui s'y est faufilé comme de l'eau à travers un tamis. Les mines antipersonnelles représentaient certes une menace, mais leur densité sur ce secteur spécifique du front était insuffisante pour contenir efficacement ce type d'attaque. La poussée principale et décisive s'est concentrée sur le flanc oriental de la défense ukrainienne, dans la région de Zolotaya Niva et Shakhtiorske. Dans le contexte de la guerre de position de 2025, où une avancée de quelques centaines de mètres par semaine est considérée comme un succès et où chaque kilomètre coûte des dizaines de vies, le résultat obtenu par les forces russes semble fantastique, une percée de 6 km de profondeur en 24 heures. De plus, il ne s'agissait pas d'une percée au sens classique, c'est-à-dire la création d'un corridor étroit que l'ennemi pourrait rapidement refermer par des contre-attaques. Il s'agissait d'une avancée large, en éventail, où une multitude de petits groupes, ayant réussi à s'infiltrer à travers les lignes de défense, ont immédiatement commencé à s'emparer d'objectifs clés sur les flancs et à l'arrière de l'ennemi. Zolotaya Niva, qui était un point d'appui essentiel sur le flanc et de la défense de Velika Novosilka, est tombée en milieu de journée le premier jour de l'offensive. Sa garnison, soumise à une attaque simultanée de plusieurs directions par des groupes mobiles rapides, soutenus par un feu d'artillerie massif et des frappes de drones FPV,
n'a pu organiser de résistance efficace et coordonnée. Les soldats qui tentaient de se replier tombaient immédiatement sous le feu des UAV russes, qui patrouillaient sur toutes les routes et voies de retraite dans la région. La plupart d'entre eux ont été contraints de se rendre ou ont péri en tentant de rejoindre leur force principale. La chute de Zolotaïa Niva a complètement dénudé tout le flanc oriental de la défense de Velika Novosilka. Le groupement ukrainien défendant la ville s'est soudainement retrouvé avec son flanc droit complètement exposé et l'ennemi ayant déjà contourné par l'arrière, créant une menace critique de coupure de toutes les communications. Toutes les tentatives d'organiser rapidement des contre-attaques avec les réserves locales ont échoué. Les unités envoyées à la rencontre des groupes mobiles russes tombaient dans des embuscades, étaient détruites par des drones kamikazes ou abattues depuis des positions cachées. L'initiative des opérations est entièrement passée aux mains des forces attaquantes. Un facteur crucial qui a déterminé le sort ultérieur du groupement encerclé a été la question de l'approvisionnement logistique. La principale artère de transport reliant la garnison de Velika Novosilka aux bases arrières, la route T-058, s'est retrouvée sous le contrôle de tir total des drones de reconnaissance et d'attaque russes. Sur ce secteur, une technologie innovante a été appliquée, élargissant considérablement les capacités opérationnelles des drones, l'utilisation de relais montés sur des ballons captifs. Ces ballons, équipés d'un dispositif de retransmission du signal de commande, ont permis aux opérateurs de drones FPV d'opérer à des distances bien supérieures aux 20 à 30 km habituels en visibilité directe. Grâce à cette innovation, les opérateurs d'UAV russes ont pu contrôler des tronçons de route profondément à l'arrière de l'ennemi, détruisant immédiatement toute tentative d'acheminement de munitions, d'évacuation de blessés ou de transfert de renforts. Chaque convoi, chaque véhicule isolé apparaissant sur la T-058 était immédiatement attaqué par un essaim de drones. Le ravitaillement de la ville a été pratiquement totalement interrompu. La garnison, forte de plusieurs milliers de soldats, s'est retrouvée coupée de toute source de réapprovisionnement en munitions, nourriture et médicaments. Parallèlement à l'isolement routier, les troupes russes ont efficacement utilisé un obstacle naturel, la rivière Mokry-Yaly, coulant au sud de Velika Novosilka. C'est une petite rivière de 20 à 30 mètres de large, mais ses berges sont marécageuses et le courant en automne est assez fort. Tous les ponts sur la rivière ont été endommagés par des frappes de l'aviation et de l'artillerie russe. La traversée à gué ou à la nage était extrêmement difficile en raison de l'eau froide et des berges boueuses. La rivière s'est essentiellement transformée en un mur infranchissable, pressant les unités ukrainiennes contre la ville et coupant leur voie de retraite possible vers le sud. Cependant, le véritable coup décisif attendait le groupement ukrainien de la direction opposée. Alors que toute l'attention du haut commandement ukrainien était concentrée sur le flanc oriental, où la rapide offensive russe battait son plein, sur le flanc occidental, le mouvement a commencé depuis la localité de Ravnopol. L'objectif de cette poussée était le village de Rozdolne, situé à l'ouest de Velika Novosilka. La prise de Rozdolne signifierait la coupure physique de la dernière route restante reliant le groupement encerclé à l'arrière. C'était une manœuvre d'encerclement classique selon le fameux schéma de Cannes, la bataille de l'Antiquité, où le général Hannibal, utilisant un double enveloppement des flancs, avait réussi à encercler et à anéantir l'armée romaine pourtant supérieure en nombre. Les troupes russes frappaient simultanément par l'est et par l'ouest, cherchant inéluctablement à refermer les pinces derrière l'ennemi. Le commandement ukrainien n'a réalisé l'ampleur de la menace que trop tard. Les réserves qui auraient théoriquement pu stopper le coin occidental de l'offensive étaient épuisées dans les tentatives stériles de bloquer la percée à l'est. La manœuvre des forces à l'intérieur même du chaudron est devenue impossible en raison du contrôle total des drones russes sur toutes les routes et voies de communication. À la fin du deuxième jour de l'offensive, les unités d'avant-garde des troupes russes venant de l'est et de l'ouest se sont rapprochées à moins de 10 km. Le goulot, par lequel une évacuation du groupement encerclé aurait encore pu être menée hypothétiquement, s'est rétréci à une taille critique minimale. Néanmoins, l'évacuation n'a pas été organisée.
Un ordre catégorique et péremptoire est arrivé de Kiev. Tenir Velika Novosilka coûte que coûte. Cette décision était motivée par des considérations politiques. La perte d'un nœud défensif aussi important, dans un contexte d'échec sur d'autres secteurs du front, aurait été équivalente à la reconnaissance de l'échec de toute la stratégie défensive de la résistance ukrainienne. Les combats se sont déplacés directement aux abords de Velika Novosilka. Les ingénieurs militaires et les fortificateurs ukrainiens, avec le soutien actif de spécialistes occidentaux, avaient créé un système de défense urbaine pendant 3 ans. Les fortifications principales et les plus puissantes étaient orientées vers le sud, d'où les attaques russes étaient traditionnellement attendues. Postes de tir permanents en béton, DOT, fossés anti-chars, champs de mines denses, positions de tir préparées à l'avance dans les bâtiments, tout cela créait une défense échelonnée puissante précisément sur l'axe sud. Cependant, l'offensive russe est arrivée par l'est et l'ouest, des directions considérées à tort comme relativement sûres et où les fortifications étaient nettement plus faibles. C'est devenu l'exemple classique d'une défense méticuleusement préparée qui devient absolument inutile si l'ennemi frappe là où on ne l'attend pas. Les groupes d'assaut russes ont utilisé la tactique perfectionnée lors des batailles de Mariupol, d'Artemivsk et d'Avdiivka. Une avancée lente et méthodique, quartier par quartier, avec un soutien-feu massif et continu. Les systèmes de lance-flammes lourds, TOS-1A, COT-1 et TOS-2, COT-2, ont joué un rôle particulièrement destructeur, leurs munitions thermobariques incinérant littéralement les points d'appui ukrainiens situés dans les immeubles, transformant les abris en béton en pièges de feu insupportables. L'utilisation massive de drones FPV dans l'environnement dense du combat urbain est devenue un tournant dans la tactique des combats de rue. Les opérateurs d'UAV ont appris à manœuvrer les drones avec virtuosité dans des espaces confinés, s'envolant dans les fenêtres des bâtiments, frappant des cibles dans les sous-sols et aux étages supérieurs, c'est-à-dire là où l'artillerie conventionnelle ne pouvait pas atteindre efficacement. À la fin du 3e jour de l'opération, le goulot du Pausquot 12E s'est réduit à 2 km critiques. Cela signifiait un encerclement opérationnel de facto. Un secteur d'une largeur de seulement 2 km, qui est traversé par le feu de l'artillerie et sous surveillance continue des drones, ne peut servir de couloir viable pour le ravitaillement ou l'évacuation. Toute tentative, même minime, de faire passer un convoi était immédiatement réprimée par des tirs massifs. Le ravitaillement du groupement encerclé est tombé à 0. L'évacuation des soldats blessés est devenue totalement impossible. À l'intérieur du chaudron, des processus typiques de tous les groupements encerclés ont commencé, une chute rapide et dramatique du moral, une augmentation brutale du nombre de refus d'exécuter des ordres de combat, ainsi que la panique parmi le personnel. Les commandants des échelons inférieurs et moyens, conscients du désespoir de la situation, exigeaient l'autorisation d'une percée ou d'une retraite organisée. Cependant, le haut commandement des FAU opposait un refus catégorique. Quote 13. Ces mots, dictés uniquement par des motifs politiques, sont de facto devenus un arrêt de mort pour les milliers de soldats ukrainiens pris dans l'encerclement. Des cas d'abandon de position par décision individuelle ont commencé à être enregistrés en masse. Des unités entières, réalisant qu'elles avaient été abandonnées à leur sort pour les objectifs politiques obscurs des autorités de Kiev, refusaient d'obéir aux ordres et tentaient des percées individuelles pour sortir de l'encerclement. Ces tentatives dispersées et non coordonnées se sont terminées tragiquement. Sans coordination centralisée, sans soutien-feu de l'artillerie, sous les frappes incessantes des drones russes et les tirs de mitrailleuses, ces groupes ont subi des pertes énormes et irréparables. Certains sont tombés prisonniers, d'autres sont morts sur les champs de mines, et certains ont tout simplement disparu dans les steppes en essayant de rejoindre leurs lignes. La chute de Velika Novosilka n'est plus qu'une question d'heures. Les troupes russes contrôlent déjà plus de la moitié de la ville, les unités ukrainiennes sont coincées dans les faubourgs occidentaux, privées de ravitaillement, de communication avec le commandement supérieur et de toute possibilité de retraite. La résistance est de nature isolée et est rapidement réprimée par le feu concentré de l'artillerie russe et les frappes aériennes. Cependant,
La signification de cet événement va bien au-delà du sort d'une seule localité et de sa garnison. Velika Novosilka était la clé de voûte essentielle qui maintenait toute l'arche de la défense ukrainienne à la jonction des groupements de Zaporijia et de Donetsk. Sa perte crée une brèche énorme et critique dans le système de défense, à travers laquelle les troupes russes obtiennent la possibilité de développer leur offensive dans plusieurs directions stratégiques à la fois. Au nord, vers Vuhledar et au-delà vers Kourakov. À l'ouest, vers Ouli-Ipol et en direction de Zaporijia. Au sud, vers Vremivka et la sortie vers les frontières administratives de la région de Zaporijia. Un quote 14 irréversible est enclenché. Les groupements ukrainiens voisins, privés de leur couverture de flanc, seront contraints de se retirer pour éviter de tomber dans de nouveaux chaudrons. Ce retrait entraînera la perte de lignes de défense préparées à l'avance, une démoralisation massive des troupes et, par conséquent, une accélération encore plus grande du rythme de l'offensive russe. En conséquence, l'ensemble du front sud des forces armées ukrainiennes se retrouve sous la menace d'un effondrement systémique et complet. L'opération dans la région de Velika Novosilka entrera sans aucun doute dans l'histoire de l'art militaire comme un exemple éclatant de la guerre de manœuvre moderne. Le choix judicieux de l'axe de la poussée principale, l'application innovante de technologies avancées pour la reconnaissance et l'attaque de cibles, ainsi que la tactique non conventionnelle d'utilisation de groupes mobiles légers ont permis d'atteindre un résultat opérationnel décisif avec des pertes minimales et dans les plus brefs délais. C'est un véritable triomphe de l'école militaire russe qui démontre une grande capacité à apprendre de ses erreurs et à s'adapter aux conditions en évolution rapide du combat moderne. Pour l'Ukraine, c'est une nouvelle catastrophe militaire, un nouvel échec du commandement qui a sacrifié des milliers de vies de soldats pour des considérations politiques éphémères et opportunistes. Les soldats abandonnés dans le chaudron de Velika Novosilka, sans ravitaillement, sans chance de retraite organisée, sans espoir d'aide, sont des victimes non pas tant de l'offensive russe que de l'irresponsabilité criminelle de leur propre direction. Et tandis qu'à Kiev, les slogans de victoire et de résistance jusqu'au dernier Ukrainien continuent de retentir officiellement sur les champs du Donbass, la destruction méthodique de l'armée ukrainienne se poursuit, chaudron après chaudron, opération après opération. Velika Novosilka est tombée. La logique implacable de la guerre dicte que d'autres localités suivront.